le docteur Éric Gontier nous a accompagnés en Égypte pour la première fois en 2007. Géologue et ethnominéralogiste au Musée de l'Homme de Paris, sa mission consistait à identifier les roches utilisées par les Égyptiens anciens. C'est là, pour lui, que tout a commencé. Ensemble, nous avons visité certains des plus majestueux sites archéologiques du monde, où nous avons découvert des particularités de construction difficilement explicables par les hypothèses généralement admises. En mars 2016, il a à nouveau accepté de nous accompagner pour le tournage de Bâtisseurs de l'Ancien Monde. Mais cette fois, il a demandé à avoir du matériel de mesure plus performant. Ce qui tombait bien car c'est exactement ce qu'il nous fallait pour quantifier nos observations. Évidemment que je suis partant. Si nous réfléchissons sur l'histoire, sur certaines datations, et sur les hypothèses généralement admises, c'est parce qu'aucune n'explique la précision que nous avons mesurée. C'est ce que vous allez voir ou revoir au cours de ce film. Voici pourquoi et comment nous avons procédé pour vérifier ce que nous soufflait notre intuition. Nous sommes une équipe de recherche indépendante composée de profils variés. Scientifiques, ingénieurs, techniciens, architectes, tailleurs de pierre et chercheurs passionnés. Si notre démarche déroute ou dérange certains historiens, c'est normal. C'est parce que nos approches ne sont pas les mêmes. Nous avons choisi de nous écarter un peu des figures imposées de l'histoire car nous nous sommes aperçus que sa mémoire n'est pas toujours très fiable. Et plus grave, qu'elle pouvait orienter le regard. Prenons un exemple avec la Grande Pyramide. Notre perception sera différente en fonction de ce que nous croyons voir. Que les choses nous soient présentées comme ceci, ou comme cela. Tout n'est qu'une question de regard. Commençons par ce que raconte l'histoire au sujet de notre espèce. D'après de récentes découvertes, le premier Homo sapiens tel que nous remonterait à environ 300 000 ans. Et il aurait vécu nomade en petites tribus, se nourrissant de chasse et de cueillette pendant plus de 290 000 ans, avant de décider un beau jour de s'installer agriculteur-éleveur à Sumer, dans l'ancien Irak, il y a environ 8 000 ans, ce qui constituerait les débuts de la civilisation. Dans cette chronologie, les Égyptiens commenceront à bâtir des pyramides environ 3500 ans plus tard, et il n'y a évidemment pas de place pour une civilisation humaine avancée à l'origine de la nôtre. Or, la première chose qui saute aux yeux de celui qui observe froidement est qu'il existe un énorme contraste entre certains monuments, du fait de leur gigantisme, et les méthodes supposées avoir été employées pour leur réalisation. Puisque ces sites datent d'époques durant lesquelles on ne disposait que de moyens rudimentaires, c'est donc qu'il est possible de le faire avec des moyens rudimentaires. On peut effectivement le faire, ça c'est clair, puisque tout est dit, tout est là. Je veux dire, il suffit simplement de regarder. C'est avec ce regard que l'archéologie approche généralement le sujet, ce qui paraît tout à fait normal face au sens du progrès technique imprimé par notre histoire, où depuis l'invention de la roue il y a des millénaires jusqu'aux nanotechnologies, tout n'a fait que progresser. Mais comme le faisait remarquer feu Jean-Louis Boistel, tailleur de pierre expérimenté, quelle est notre objectivité par rapport aux sociétés humaines telles que le Moyen-Âge, où on a, bon, je précise, pour le Moyen-Âge, on n'a que 35% des archives qui sont traduites. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres? Et on tire des conclusions sur un embryon de connaissances. Le Moyen-Âge, c'était hier, comparé à l'Égypte ancienne. Cette approche pose un problème. Elle oriente le regard et empêche de réfléchir librement, car bien que les bâtisseurs ne nous aient laissé aucune explication, qu'on ne soit pas certain des dates des chantiers et qu'on ne sache toujours pas non plus comment ces constructions ont été réalisées, les hypothèses généralement admises reposent sur l'emploi de moyens rudimentaires, du temps à volonté et une main-d'œuvre en nombre.
Et influencé par cette vision du progrès véhiculée par l'histoire, on écarte dès le départ d'autres hypothèses qu'on ne croit pas possibles. Lesquelles? Celle, par exemple, de l'utilisation de machines-outils dans l'Égypte ancienne, jugée totalement absurde car tout le monde sait bien que les Égyptiens n'avaient pas de machines-outils. Poussons la réflexion, comment le sait-on? Parce que l'histoire nous l'affirme. Et sur quoi s'appuie-t-elle pour l'affirmer? Sur le fait qu'on n'aurait retrouvé ni machines, ni pièces, ni représentations, ni encore de textes évoquant des machines. On pourrait répondre qu'on n'a retrouvé aucune archive ni aucun texte décrivant la construction de ces sites anciens, ce qui ne les empêche pourtant pas d'exister. On pourrait également se demander en quels matériaux auraient donc dû être ces outils pour durer des milliers d'années. Est-ce que les machines ont été fondues pour faire des armes parce qu'on a plus pensé à se taper dessus qu'à la connaissance en général? C'est une piste. On pourrait ensuite faire remarquer qu'on a retrouvé des objets et des représentations curieuses d'objets, mais qu'ils ont été soit incompris, soit considérés comme rituels ou religieux à cause de leur étrangeté. Quant au texte, beaucoup ne sont pas, selon nous, étudiés comme ils le devraient. And that story, as a matter of fact, is told in full detail in the Edfu building text. Mais tout ceci ne prouverait rien dans un sens comme dans l'autre, car l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et puis, est-on bien certain d'avoir totalement percé la pensée ancienne? Plutôt que de spéculer, nous avons décidé de nous intéresser à ce que nous avons de plus concret, les monuments, et de les étudier avec les meilleurs outils possibles pour les faire parler. Car au début, sur le papier, tout ça apparaissait totalement improbable. L'île de Pâques, relier ça avec Gizeh, relier ça avec Tambo, avec d'autres sites archéologiques dans le monde, ça me paraissait mais complètement farfelu. Car notre histoire oriente le regard quand par exemple elle interdit ce genre de rapprochement qui plaide pourtant pour une origine commune, car seule la matière les différencie. Mais tout lien entre ces deux sites est totalement impossible à cause de leur contexte historique, politique et religieux, précisément ce que certains nous reprochent de négliger. Plus clairement, de ne pas tenir compte de ce que l'histoire dit à leur sujet et donc de comparer ce qui n'est pas comparable. Et l'histoire nous dit que le temple de la vallée date d'environ moins 2500 ans avant notre ère et le Machu Picchu d'environ 1400 ans après notre ère. Évidemment, si 4000 ans séparent ces deux sites, une même origine des techniques est rigoureusement impossible. Mais ces datations, d'où viennent-elles? Celles qui nous intéressent plus précisément proviennent d'éléments retrouvés à proximité ou d'inscriptions. Puisqu'il est quasiment impossible de dater la taille d'une roche, on date à partir d'ossements ou de restes organiques, ou encore grâce à la présence d'objets connus retrouvés sur les sites. L'être humain ayant la fâcheuse habitude de toujours reconstruire au même endroit, ça complique les fouilles, car il est impossible d'explorer en profondeur sans dégrader les sites. Quel pourcentage d'objets ou d'éléments a-t-on retrouvé? On ne le sait pas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Une fois de plus, ce qui nous a été laissé. Au Machu Picchu, on distingue clairement deux styles. Celui-ci et celui-là, que certains expliquent de cette manière. Il ne faut pas confondre la fonction de certaines structures, de certains espaces, comme par exemple les temples et les palais, et à différence, ces structures plus fonctionnelles, comme par exemple une maison. Selon l'archéologie, ce site aurait été en activité durant un siècle seulement. Très abîmé par endroits, il aurait subi des secousses sismiques, ce qui aurait atteint les blocs massifs des parties sacrées, détruits ou abîmés, qui n'ont pourtant pas été réparés à l'identique. Comment l'expliquer? Risquons une hypothèse. Et si cette partie du Machu Picchu était bien plus ancienne que le reste des constructions qui dateraient, elles, du XVe? Comment le savoir? Grâce aux nouvelles technologies de détection non destructives de plus en plus puissantes qui vont révéler tout ce qui est encore enfoui sous les sites, car comme montré dans les précédents films, cette même différence de style s'observe ailleurs sur la planète. Ce qu'on observe également, ce sont des similitudes de techniques entre de nombreux sites anciens. L'archéologie les explique par le fait qu'Homo sapiens aurait ça en lui. Partout, il serait passé par les mêmes constats et aurait trouvé les mêmes réponses. Ce qui irait de l'emploi de blocs de plusieurs dizaines de tonnes comme à celui de ces curieux sacs à main représentés à Göbekli Tepe, à Sumer ou au Pérou. Ces peuples auraient donc commencé par le plus difficile et le plus résistant, c'est-à-dire par assembler sans ciment et avec précision des blocs massifs aux formes complexes, puis partout ensuite ils auraient perdu les techniques pour terminer par le plus facile et le moins résistant. L'Égypte tout entière semble aller à l'encontre du sens du progrès.
Rappelez-vous des paroles de l'ingénieur américain Chris Dunn. And then you follow the progress of that civilization over 3,000 years, and it ends up they're still using the same tools that they started with. That doesn't make sense. Un paradoxe difficile à expliquer. C'était courant chez eux de soulever des poids énormes. Et je dirais que c'était courant sur le monde entier, à cette même époque, d'avoir des pierres gigantesques. La seule chose qui me surprend aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons perdu cette masse de connaissances. Bonne question. Soit c'est une constante de l'humain qui va à différentes époques chaque fois perdre ses savoirs, soit c'est la même cause dont on observe les effets un peu partout, mais qu'on ne voit justement pas à cause des datations. Car une autre manière de dater ces sites se fait grâce à des inscriptions lorsqu'on en retrouve. Par exemple, le Sérapéum de Saqqara, daté de la 18e dynastie égyptienne, aux alentours de -1500 avant notre ère, avec ses 22 cuves de granit destinées à contenir des momies de taureaux sacrés. Cette cuve est la seule à être gravée de hiéroglyphes à l'extérieur. Mais lorsqu'on s'approche, le travail très imprécis paraît vraiment bâclé. On a du mal à concevoir que ceux qui ont réalisé ces coffres avec un tel soin auraient pu se satisfaire d'aussi piètres gravures. C'est pourtant sur elles que la datation et la fonction de ces cuves ont été déterminées. L'intérieur est découpé parfaitement droit, avec des angles quasi parfaits. Et ça, autant dans le sol que les murs de la cuve. C'est une prouesse absolument incroyable. Prenons un deuxième exemple de datation par des inscriptions. Les grottes de Barabar et Nagarjuni, en Inde, ou plus encore qu'au Sérapéum, la précision d'exécution est sidérante. C'est incroyable. Ici encore, aucune archive ni aucun texte ne décrivent leur réalisation. C'est sur cette simple inscription pas très soignée que repose l'attribution au petit-fils du roi Ashoka de ces grottes, qui pour une raison politique les aurait offertes aux membres d'une secte religieuse afin qu'ils se protègent de la mousson. Cette inscription définirait donc à elle seule tout le contexte historique, politique et religieux de ces ahurissantes grottes qui vont alors être répertoriées comme des abris réalisés avec des outils rudimentaires il y a 2300 ans. On croyait que ça a été fait avec au laser. Enfin, ça n'a pas été fait au laser. Ça s'est fait à la main. Parce qu'à cette date, tout le monde sait bien qu'il ne peut pas en être autrement. Le contexte détermine les outils et techniques, point. C'est peut-être la raison pour laquelle ces grottes ont été si peu investiguées et qu'elles restent majoritairement inconnues en Occident. Dans ce cas précis, on peut tout de même s'interroger sur la viabilité d'une datation basée sur des inscriptions, quand dans une de ces grottes on trouve d'autres inscriptions plus tardives, celles-ci qui datent du 5e ou 6e siècle de notre ère, et celle-ci également approximativement aux mêmes dates, ce qui montre qu'on n'hésite pas à venir réécrire sur les parois à travers les âges, et ce qui est probablement le cas dès la première inscription. Ces grottes uniques en leur genre ont été ciselées dans un matériau aussi dur que le granit. L'histoire nous rapporte que sans essai préalable, donc sans jamais l'avoir fait, des ouvriers auraient été capables d'aboutir du premier coup à 5 chambres quadrangulaires extrêmement précises, totalement symétriques avec des parois lisses comme du verre. Et à nouveau, du jour au lendemain, plus personne n'aurait ensuite été capable de le refaire. Car tout ce qui va être produit durant les siècles suivants, aussi grandiose et spectaculaire soit-il, n'égalera aucunement la précision d'exécution unique en son genre de ces grottes. Mais encore fallait-il les scanner en 3D pour connaître cette précision qui contredit totalement la vague idée qu'on a de leur réalisation. Or, pour avoir l'idée de les scanner, il faut déjà avoir à l'esprit que notre histoire pourrait être différente de ce qu'on croit. Pas que nous n'avons aucun problème à franchir, car comme le Sérapéum et Barabar nous le montrent, non contente d'orienter le regard, nous nous sommes aperçus que l'histoire oubliait facilement. Mais à sa décharge, il n'y a rien d'anormal. Le savoir représente un tel pouvoir qu'il est une cible de choix pour les conquérants qui ont jalonné notre histoire. Ainsi, comme l'ont relevé les auteurs Selby et Steinmetz, les Perses ont brûlé des temples et des papyri égyptiens en -527 avant notre ère, puis 40 ans plus tard, en -490, de nombreux ouvrages grecs. La guerre engendrant toujours la guerre et l'envie de revanche, les Grecs, menés à Persépolis en -330 par Alexandre le Grand, détruisent à leur tour 12 000 volumes des Magies, une secte religieuse visiblement très instruite.
Un siècle plus tard, en moins 214, l'empereur Qin Shi Huang, héritier de l'un des 7 royaumes de Chine, soumet les 6 autres et ordonne la destruction de tous leurs livres, dont des œuvres de Confucius. En moins 146, les Romains entrent en scène et détruisent 500 000 parchemins phéniciens à Carthage. Puis en moins 52, Jules César ordonne la destruction de tous les livres du Collège des Druides. Un peu plus tard, vers 250 de notre ère, la bibliothèque de Pergame, rivale de celle d'Alexandrie, aurait été détruite par des chrétiens intégristes. Mais il faut savoir que Marc-Antoine aurait déjà offert à la reine Cléopâtre, en moins 41 avant notre ère, 200 000 ouvrages provenant de cette bibliothèque. Vers 270, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, contenant de 400 000 à 700 000 ouvrages selon les sources, qui aurait été incendiée par les Romains. Et enfin, pour terminer avec cette sombre période pour le savoir et la mémoire, en 391, Théophile rase la petite bibliothèque d'Alexandrie, supposée contenir environ 42 000 ouvrages à cette date. Ces événements, qui ne concernent que cette période de l'histoire, permettent de mieux comprendre pourquoi on dispose de si peu d'informations sur l'Antiquité. Si le mécanisme denticitaire n'avait pas miraculeusement été découvert dans une épave au début du XXe siècle, alors personne n'aurait jamais su qu'il avait un jour existé. Et il faudra des siècles pour atteindre à nouveau un tel niveau de complexité dans un mécanisme. Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire, parce qu'il y a des façons de faire, de résoudre des problèmes où notre civilisation elle a passé à côté. Car non seulement l'histoire l'avait oublié, mais en plus elle avait catalogué de fiction les récits des auteurs grecs qui la décrivaient, dont Géminos. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire une description de la machine denticitaire. Et c'était il y a seulement 2000 ans. Bon, ben écoutez les gars, il faut vous réveiller. Ce qu'on nous dit sur la mécanique, c'est peut-être pas tout à fait correct. Et il faut peut-être corriger 2-3 choses. Mais si Anticitaire nous rappelle que l'histoire oublie vite, elle nous montre également que les objets ne durent pas. C'est parce qu'il a coulé qu'il a été sauvé. C'est un paradoxe. Il serait resté sur la Terre, il aurait été fondu, recyclé pour faire autre chose. C'était la loi pour tous les objets métalliques qui ne servaient pas à partir d'un certain moment. Il y a un tas de choses qu'aujourd'hui on ne ferait plus, qui sont dans la machine denticitaire. Ce n'est pas seulement un mécanisme avec des engrenages, il y a toute une philosophie qui sort de ces engrenages pour dire voilà comment on voit le temps, comment on le calcule, mais comment on respecte les gens qui ont amené toutes ces connaissances. Une fois de plus, au-delà de la réalisation, c'est la conception qui la précède qui surprend des ingénieurs de la trempe de Mathias Buté. Puis en fait, c'était l'évidence, c'était possible, ça existait, c'était devant moi. C'est ce qui rend ce mécanisme totalement extraordinaire et encore plus incompréhensible le fait qu'on ait pu oublier cet objet. Mais en termes d'oubli, il y a pire. L'histoire a occulté les débuts de la sédentarisation humaine, un peu comme si des parents oubliaient les premiers pas de leurs enfants. Ce moment crucial marquant les débuts de notre actuelle civilisation, quand certains de nos ancêtres nomades chasseurs-cueilleurs ont décidé de s'installer agriculteurs-éleveurs, ce que notre histoire a longtemps situé il y a 6 ou 7 000 ans à Sumer. C'est le site de Göbekli Tepe, enfoui il y a près de 12 000 ans, qui nous l'apprend par son existence, tout en montrant un niveau technique totalement anachronique à cette date. Avant Göbekli Tepe, on parlait de Sumer, Our, et on affirmait évidemment que c'était les plus anciennes, les premières tours de Jéricho, la première tour, etc. Quand on a découvert Göbekli Tepe, un site perdu quelque part en Turquie remet en cause toute la chronologie. On ne remet pas en cause les datations apportées sur ces différents sites sumériens et autres, mais du coup on est obligé de repartir sur de nouvelles bases et de reconsidérer l'histoire pour ce qu'elle est. Ça c'est une des grandes révolutions, mais qui nous dit qu'il n'y en aura pas d'autres derrière? Une découverte qui va peut-être enfin faire envisager plus sérieusement cette hypothèse d'une ancienne civilisation qui aurait pu disparaître suite au cataclysme du Drias récent il y a environ 13 000 ans, ce que nous avons abordé dans les films précédents. Ils se sont rendus compte que des civilisations ou des groupements humains apparaissaient à un moment donné et disparaissaient subitement sans qu'on sache ce qu'ils étaient devenus. Au point même que beaucoup de croyances empêchaient de travailler sur ces périodes parce que c'était incompréhensible et souvent d'ailleurs un des problèmes c'était que il y avait un mouvement centripète sur l'Europe, la France notamment, où est née la préhistoire et donc on se disait tout doit partir de là. Et on a essayé de répercuter ces connaissances européennes sur l'Afrique, sur l'Asie et ailleurs. Mais depuis une trentaine d'années, les chercheurs se sont aperçus que quelque chose ne fonctionnait pas.
Certains chercheurs sont revenus sur le tardiglaciaire, donc qui correspond au Drias récent, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement, la culture de Clovis avait disparu suite à un événement dramatique qui était cette chute de météorites. Du coup, l'idée a conforté celle que beaucoup de gens réfutaient, à savoir qu'il pouvait y avoir des connaissances qui avaient disparu au même moment et que certaines de ces connaissances avaient peut-être laissé des traces et que finalement ces populations ont développé les apports qui leur avaient été donnés pour en arriver à des civilisations hautement évoluées du style Égypte ancienne. Car en visitant tous ces sites majeurs de notre passé, nous avons été plusieurs fois frappés par la fluidité des lignes, la pureté et la précision des réalisations qui donnent partout la même impression de facilité et de maîtrise, en laissant le profond sentiment que ces bâtisseurs pouvaient accomplir ce qu'ils voulaient, peu importaient les difficultés. On ne peut pas arriver à un travail de haut niveau quand on est mal dans sa peau. Donc les gens qui faisaient ces travaux-là étaient des gens qui travaillaient dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Et quand on regarde certains cailloux, dans d'excellentes conditions. Ah oui, vraiment. Ce qui défie tant la logique qu'on invoque souvent l'irrationalité des anciens due à leurs croyances. Dès que ça échappe à la raison, c'est parce que c'est spirituel ou religieux, ce qui empêche ensuite d'appréhender logiquement ces constructions et parfois leurs étrangetés. Mais habitués avec les années que nous étions à reconnaître ce genre de détails bizarres sur les sites, il nous a paru parfaitement normal de suivre notre intuition et de faire une chose que personne n'avait faite avant nous, passer les blocs de Puma Punku au rugosimètre. Nous aujourd'hui, en tant qu'archéologues, on ne fonctionne pas comme les historiens. Car ce moment du tournage que nous allons vous dévoiler en détail contient l'essence même de notre démarche, la nature du regard que l'on porte sur ce que l'œil nous montre. Nous sommes en mars 2016. Nous débarquons sur le plateau de Tiahuanacu en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude dans les Andes. Ça, je voudrais voir. Quand le tournage s'est déroulé à Puma Punku, en me baladant à l'intérieur du site, donc j'ai eu le loisir de pouvoir observer les différents blocs et de grès et d'andésite. Oh, c'est pas possible. Le travail. Et dans ma tête, c'était plus grand que ça, tu vois, mais ça reste quand même colossal. Moi, je suis persuadé que tout ce qu'on voit ici a été poli pratiquement avec du grès. Eric s'emploie toujours à expliquer le travail par les techniques de taille anciennes les plus simples. Ce qui, après un tour d'observation, nous donne. La surface peut être préparée grès contre grès, ou contre d'autres matériaux. C'est du temps de travail énorme, mais le résultat, il est au top. Il est au top. Ça, on peut l'obtenir avec des petits éclats de roches assez plats, un peu d'abrasif. Et après, c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer, sortir, tu vois. Aller et venir comme ça, croiser aussi dans ce sens. C'est un travail monstrueux. C'est la technique classique d'abrasion. Mais cette fois, nous avons décidé de ne pas nous contenter de la seule observation visuelle, et pour cela, Eric nous a demandé de lui procurer un rugosimètre. Voilà, le bras recule tout doucement, avec ce bras qui est ici. C'est lui qui va nous dessiner le transect, c'est-à-dire sur une ligne droite, tous les reliefs qui existent sur une roche. Exactement ce qu'il nous fallait pour quantifier la précision. Je vais essayer de trouver la surface la plus intéressante. Alors c'est formidable parce qu'on voit des pics assez importants par endroit. Oh la vache, 185 microns, mais c'est que dalle. C'est que dalle. C'est la différence entre le bas et le haut. Voilà. On est à 185 microns. Est-ce que tu imagines? C'est rien. Microns. C'est-à-dire qu'on a une qualité de surface de polissage qui est faite à la main, qui est absolument prodigieuse. Absolument prodigieuse. À la main, t'es sûr? Moi, je dirais que c'est fait à la main. C'est fait avec des instruments, mais ça a été, les instruments ont été manipulés à la main. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. À ce moment-là encore, comme le sont beaucoup d'archéologues, Eric paraît certain de son fait. Wow, 76, 516. Oh la vache! Le plus petit était à 85 sur un grès rouge, alors que là, on est sur andésite. Il faut que je marque andésite aussi. Andésite. Mais sur le grès, c'est plus facile. Oh là, regarde, magnifique. Et c'est là que ça bascule. L'appareil révèle un état de surface plus que particulier. 31 653. Oh, flash-le celui-là.
31 653. Et quand on a commencé à poser le rugosimètre, la pointe de diamant glissait sur la surface et a commencé à nous donner des chiffres auxquels on ne s'attendait absolument pas. Pris par ces mesures, il ne réalise pas encore sur le moment ce que ça implique. Non, ce que je veux simplement démontrer aussi, c'est que l'homme est intelligent. Il est capable de réaliser des prouesses absolument colossales. Car s'il est possible d'obtenir de telles surfaces par abrasion, là où ça se complique, c'est dans les parties internes des blocs, aussi lisses que les faces externes et avec des angles très précis. Pour arriver à travailler les faces extérieures, ça c'est très facile. On a des systèmes de découpe, ça peut être avec des scies, avec des fils, on peut tout imaginer. Voilà, on n'a pas les preuves, mais tout est imaginable. En revanche, plus on s'enfonce à l'intérieur des reliefs, là, plus ça devient compliqué. Et ce qui est entre autres le plus compliqué, c'est d'arriver, toujours pareil, dans le fond des angles qui sont en négatif. Et ensuite, de descendre encore plus profond à l'intérieur du matériau, qui lui-même est encore redescendu en relief, et une fois, deux fois, trois fois. Et ce procédé va demander la création ou l'imagination d'un outillage qui permettrait de descendre à l'intérieur. Et puis quand on descend encore plus loin, idem, il va falloir changer de matériel, toujours pour garder les parties, les côtés parfaitement droits, les arêtes vives et les angles à 90 degrés. Mais lors du tournage à Pumapunku, un membre de l'équipe a fait une autre découverte. Les blocs en H mesurent très précisément 1 mètre de hauteur. Ce que 2 archéologues allemands avaient déjà noté en 1892, mais qui était à l'époque passé totalement inaperçu. Muni d'un télémètre qui pointe la distance avec un laser, Eric en mesure plusieurs, dans différents états. Mais j'avais meilleure mesure tout à l'heure, j'avais 999, là j'ai 0,994. Moi ce que je peux dire pour l'instant, je suis surpris, mais je voudrais bien avoir une deuxième mesure pour confirmer. Nous allons alors mesurer un bloc en parfait état, mais un peu moins accessible. 1 mètre pile. 1 mètre pile. Eric est très embarrassé, il ne parvient pas à s'expliquer ça. Il hésite, cherche ses mots, puis finalement lâche face caméra. Moi je ne fais pas un calcul mathématique, j'observe simplement les moyennes de ces mesures. Elles sont extrêmement proches, c'est à croire qu'on a travaillé ici avec un outillage mécanique. Or, il semblerait que, a priori, on pourrait dire que ça a été fait à la main, mais la précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes. On est dans un système décimal ultra précis. Ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'aléatoire. On peut presque dire que les blocs ont été même préfabriqués. C'est-à-dire qu'on a imposé un modèle et que tous les blocs ont été alignés sur ce modèle. Ils ont atteint un degré de polissage plan qui est hors norme. Aujourd'hui, on obtiendrait ça uniquement avec une mécanique assez puissante à base de laser et d'appareils mécaniques rotatifs de très très haute précision. Car le problème n'est pas seulement de réaliser des surfaces aussi planes, même dans les moindres recoins, mais qu'on retrouve des dimensions identiques d'un bloc à l'autre. Et ce sont des mesures extrêmement précises. Et on se dit que ajouter à la difficulté de pouvoir obtenir des formes simples, apparemment simples, eh bien, s'ajoute aussi la nécessité d'obtenir à plusieurs reprises, sur les mêmes blocs, des mesures de 1 mètre. Donc ça complique encore le système de fabrication. On n'a pas d'hypothèse concernant la réalisation de ces blocs. Juste quelques vagues idées résultant d'observations visuelles comme celle d'Eric le premier jour. Sans le rugosimètre et le télémètre, même s'il avoue que c'est un travail monstrueux, Eric a évoqué des outils de cuivre et de l'abrasif. Et tu reprends, etc. Mais après avoir mesuré leur surface et leurs dimensions, son regard n'est plus du tout le même. Car ces mesures nous ont permis de percevoir ce qu'on n'avait pas vu. Une production standardisée de blocs aux formes complexes, taillés dans de l'andésite, une roche aussi dure que l'acier trempé, et avec un état de surface plus lisse qu'un béton lisse moderne. Au vu de ces résultats, ces éléments ont été réalisés avec des outils nécessairement plus performants que le simple duo outils de cuivre et abrasif. Mais s'il a hésité à parler, c'est parce qu'il ne fait pas bon autant remettre en cause les hypothèses courantes. Pour être honnête, au départ, je me suis dit non, on ne peut pas parler de ça. Ça engendre trop de choses bizarres, trop particulières. Et on va m'attaquer en me disant bah oui, mais c'est un parti pris, tu as choisi les meilleurs côtés, tu as choisi le bloc, tu as choisi, etc. Il y a une manipulation derrière, et ce qui n'est pas du tout le cas.
ce système métrique, à supposer qu'il s'appelle le mètre à l'époque, peu importe. Pourquoi ? Nous allons reparler du mètre, mais avant toute chose, pourquoi sommes-nous les premiers à nous intéresser d'aussi près à toutes les caractéristiques de ces blocs ? Probablement parce que la pression de l'histoire le rend inutile. On ne sait pas comment ces blocs ont été réalisés, mais on est certain que c'est avec des moyens rudimentaires. Toujours la même chose qui rend la situation presque grotesque. Comment a-t-on bien pu formuler des hypothèses sur la fabrication de ces blocs sans même en connaître toutes les caractéristiques ? Caractéristiques d'autant plus importantes qu'une fois connues, ce sont justement elles qui font changer le regard d'Éric, et pas l'inverse. Mesurer est une chose, mais expliquer comment ils ont pu les réaliser en est une autre. Pour bien comprendre les difficultés de la taille des roches, il faut connaître leur dureté. Alors un certain monsieur Moss a créé une échelle relative de dureté chez les minéraux. Cette échelle relative va de 1, le talc, jusqu'à 10, le diamant. Ici j'ai un diamant noir. La dureté est mesurée simplement par l'effet de rayure d'un corps sur un autre. Une roche plus dure permettra de rayer une roche plus tendre, mais l'inverse n'est pas possible. Comparé au granit ou à l'andésite, aux alentours de 7 de dureté, le cuivre étant à 3 ne permet pas de le rayer ou de le piquer avec. Il y a une grande affirmation archéologique qui est que les Égyptiens n'avaient pas les métaux qu'il fallait pour tailler. Moi je dirais qu'ils n'en avaient pas parce que nous n'en avons pas trouvé. Alors dans l'Antiquité, moi je témoigne avec tous mes collègues tailleurs de pierre avec qui nous avons discuté, surtout ceux qui connaissent bien l'Égypte et qui ont travaillé là-bas, qui font de l'archéologie égyptienne. Non, les granites égyptiens n'ont pas pu être taillés avec des cailloux ou avec des outils en cuivre. Il fallait, au moins pour la plupart des sculptures et des statues qui sont hyper finies, il fallait des outils en métal. Alors quel type d'alliage, quel type de pureté, quel type de trempe, que sont devenus ces outils? Regardez les outils médiévaux, on en trouve très peu, ils sont rares, très rares. Et les outils de taille de pierre du 19e et 18e, ils sont encore très rares. Alors dans l'Antiquité, où le métal coûtait cher, très cher, il n'y en avait pas beaucoup, le peu qu'il y avait, il ne pouvait pas traîner. L'andésite de Pumapunku est entre 6,5 et 7 de dureté, soit à peu près celle de l'acier trempé nécessaire pour le tailler. Sinon il faut l'abraser, et c'est bien le problème d'Éric face aux dimensions qui se répètent avec précision d'un bloc à l'autre. Bien qu'on n'ait jamais prétendu le contraire, on nous rétorque souvent qu'il est tout à fait possible de scier des roches dures avec une lame de cuivre et de l'abrasif. Si les blocs sont légèrement arrondis ou cintrés, si on essaie de rectifier avec une lame de scie à travers, qu'est-ce qui va se passer? La lame de scie va se cintrer elle aussi. Et en se cintrant, elle va casser son axe ou elle va se déchirer à l'intérieur et on ne pourra même plus la sortir. Donc ça, c'est même pas envisageable. La question n'est pas de savoir si c'est possible, parce que ça l'est, mais bien de savoir s'il est possible de scier aussi précisément toutes les faces d'un bloc de plusieurs tonnes. L'archéologie n'a révélé la présence que de cuivre, de marteau, d'un outillage assez rudimentaire. On a retrouvé beaucoup de percuteurs en pierre, en revanche, sur les sites des carrières. Mais on se demande quand même si c'est raisonnable de penser que de telles œuvres, les statues monumentales avec une précision comme celle qu'on a déjà décrite, ces ajustages bloc par bloc, ces figures polygonales qui apparaissent sur les murs, est-ce que ça peut être réalisé avec de simples percuteurs en pierre? Moi j'ai du mal. Maintenant de là à attaquer du granit, des amphibolites, du basalte, je dis mais je ne dis pas que ce soit impossible, puisque les choses sont là, mais je m'étonne. Quand vous avez des pierres de 10 tonnes à assembler, ou de 5 tonnes à assembler, il ne faut pas s'imaginer que vous allez les enlever pour les retailler, les remettre en place, ou les pousser, comme on a pu le dire abondamment il y a quelques temps. Non, il faut être sérieux. Amusez-vous à faire ça avec une pierre de 100 kg, vous allez voir déjà ce que ça donne. Il y a toujours le recours aux percuteurs en pierre, mais quand on regarde certaines surfaces, on ne voit pas les coups de percussion, ni de bouchardage, ni de piquetage. C'est assez surprenant, surtout dans des endroits que plus personne ne verra, puisque les deux blocs sont appliqués l'un contre l'autre. Alors quelles sont là où les techniques employées? Pour l'instant, on n'a aucune réponse là-dessus. Aucune réponse là-dessus. On voit un réel décalage entre l'observation et les rares hypothèses qu'on n'a même jamais pris la peine d'essayer de démontrer.
Alors il y a eu des expériences qui ont été faites par des archéologues, on les voit tailler avec des cailloux. On les voit prendre un morceau de granit et puis, ou une pierre un peu plus dure et puis tailler. Bon, oui, on peut toujours faire des éclats. On voit sur ce document un archéologue qui fait un œil. Très bien, c'est un œil, mais c'est un œil grossier, c'est un œil, je dirais, préhistorique. À côté, il y a des statues en granit, à Assouan, où on voit des yeux qui ont des paupières de 2 mm, qui ont une finesse et qui se perdent dans la pierre avec une très, très grande finesse dans l'arête. Vous ne faites pas ça avec une pierre. Vous ne pouvez le faire qu'avec un outil. Mais histoire oblige, c'est forcément avec des moyens rudimentaires, car tout le monde sait bien qu'à ces époques, ou plus précisément, pour le cyclopéen, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut être hyper rigoureux. Alors, ça nécessite un appareillage tracé. Il est impossible et impensable qu'il ne l'ait pas fait sans épure. C'est pas possible. Comme l'a fait remarquer Jean-Louis Boistel, pour bâtir il faut un plan. Ce qui est encore plus vrai avec la Grande Pyramide, vu son envergure, même si l'égyptologie a longtemps affirmé qu'elle avait été construite sans. Ici, comme à Pumapunku, si le regard n'est pas intéressé ou habitué à la précision, si on se laisse embarquer par des reconstitutions épiques d'ouvriers au temps des pyramides, on peut facilement adhérer à l'hypothèse de milliers d'ouvriers dévoués en pensant que 20 ou 25 ans, c'est quand même long. Pour empiler des blocs les uns sur les autres sans assurance qu'ils tiennent debout, peut-être. Mais pas pour bâtir la Grande Pyramide telle qu'elle est. Rappelez-vous de cet article. 80 camions par jour ouvrable pendant 12 ans, simplement pour combler une carrière de gravats dont le volume avoisine celui de la Grande Pyramide. Une chose qui est fortement dérangeante pour moi et peut-être même pour d'autres, c'est de penser que l'ancienne Égypte démarre brusquement. Et c'est quelque chose d'acquis, tout est déjà su, et il n'y avait qu'à se mettre au travail, et puis on construit des pyramides, on construit des temples colossaux. Voilà, c'est normal, c'est normal. Toute l'ancienne Égypte, apparemment, ne sont que des innovations, à tout point de vue. Tout était compris dès le départ. C'est quand même bizarre, ça. C'est quand même curieux, ça laisse un peu pantois quand on y réfléchit. Ça laisse peut-être aussi entendre qu'il y a eu, avant eux, des groupements humains, bon, d'accord, mais qu'il y a peut-être eu aussi des connaissances autres, peut-être plus évoluées encore que l'Égypte, mais qui ont disparu. Pour l'égyptologie, la Grande Pyramide est au choix le tombeau, le cénotaphe du roi Khéops, qui aurait été bâti en 25 ans, durant la 4e dynastie égyptienne, sachant que personne n'est véritablement d'accord ni sur la date de début, ni sur la durée du règne de Khéops. Tombeau, cénotaphe, on s'y perd un peu. Alors précisons qu'un tombeau contient un corps, tandis qu'un cénotaphe est une sorte de monument aux morts sans corps. L'hésitation vient du fait qu'on n'a jamais retrouvé de corps dans la Grande Pyramide, ni dans aucune pyramide des premières dynasties, ce que certains égyptologues justifient par des pillages, tandis que pour d'autres, les monuments n'auraient été que symboliques. Rappelez-vous de cette ancienne polémique évoquée par Pline l'Ancien dans les précédents films. Ces 12 auteurs qui n'étaient pas d'accord entre eux sur la fonction de ces pyramides. L'histoire n'a conservé de ces récits que le témoignage du grec Hérodote, jadis considéré comme le père de l'histoire, qui a affirmé, le premier, plus de 2000 ans après sa date supposée de construction, que la Grande Pyramide était le tombeau de Khéops. Si de nos jours l'égyptologie a pris ses distances avec ce témoignage douteux, il ne reste hélas aucun des 11 autres écrits. Ce qui nous rappelle, si besoin était, combien l'histoire repose sur des sources qui dans ce cas ont toutes disparu, et aura pour conséquence une vision biaisée de la pensée de ces auteurs à cette époque, en donnant l'impression qu'on a toujours cru que la Grande Pyramide était un tombeau, alors que ce n'est pas le cas selon différents chercheurs. Compilant des écrits anciens, l'historien Abou Soleiman al-Kaabi rapporte que les savants du passé supposaient 4 fonctions pour les pyramides du site de Gizeh. Des observatoires astronomiques, des tombeaux, des dépôts de biens ou de connaissances, ou encore des abris en cas de cataclysme. Il précise que les savants musulmans n'en retenaient que 2, l'observatoire astronomique ou le dépôt de connaissances. Le savant As-Suyuti leur attribue d'emblée une origine très lointaine, en arguant que si elles avaient été construites à notre ère, les savoirs nécessaires à sa construction seraient toujours connus des hommes. Et pour les historiens musulmans classiques en général, les origines de la civilisation égyptienne seraient bien plus anciennes que l'affirment les historiens occidentaux. Mais alors, si on ne dispose pas d'écrits égyptiens expliquant à quoi servaient les pyramides, et si le témoignage d'Hérodote a été disqualifié, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que la Grande Pyramide est bien le tombeau de Khéops ? En réalité, cette hypothèse devient de plus en plus difficile à soutenir. D'abord, le nom Khéops est écrit dans la Grande Pyramide, sur des blocs qui se situent dans un espace fermé au-dessus de la chambre haute.
Ce sont des marques grossières de carrier à l'encre rouge que nous n'avons pas encore pu observer de près. Une polémique règne sur leur authenticité et le moyen de trancher définitivement la question serait de dater cette encre qui doit contenir des éléments organiques. Ce qui aurait été fait en 2013 par des archéologues allemands de l'université de Dresde, mais de manière illégale, et a donc été rejeté par la communauté égyptologique. Ensuite, en 2013, à Wadi El Jarf, l'équipe de Pierre Talley a découvert le papyrus de Merer, journal de bord d'un contremaître au temps de Khéops, décrivant l'acheminement de blocs de calcaire depuis la carrière de Toura sur le plateau de Gizeh. Ce calcaire très particulier, plus dense et plus fin que le calcaire brun qui compose le cœur de la Grande Pyramide, a été utilisé pour les parements de la Grande Pyramide et de la Pyramide médiane, ainsi qu'ailleurs sur le site. Mais objectivement, si les mentions de Khéops dans ce papyrus, tout comme les marques de carrier à l'encre rouge, le relient bien à la Grande Pyramide, il n'est mentionné nulle part qu'il s'agisse d'un tombeau. Et alors, tombeau ou pas tombeau, qu'est-ce que ça change ? Si c'est un tombeau, ça oblige la pyramide à être construite durant le règne de Khéops, donc en 20 ou 25 ans seulement. Et ensuite, ça l'enferme dans une fonction de tombeau qui empêche de rechercher la moindre explication concernant toutes ces particularités, car comme dit en début de film, on ne regarde pas de la même manière un tombeau ou un objet dont la fonction est inconnue. Ajoutons qu'historiquement, la Grande Pyramide s'inscrirait dans une surenchère, où depuis la première pyramide, celle à degré de Djoser, chaque roi ferait plus grand et plus compliqué pour démontrer sa puissance. Ce qui s'arrêterait curieusement à Khéops, car la pyramide de Képhren est plus petite que la Grande Pyramide, et celle de Mykaïnos encore plus petite. Si on arrive encore à argumenter pour Képhren, qui serait bâtie plus en hauteur sur le plateau et paraîtrait donc plus haute, ça devient beaucoup plus compliqué avec la petite. Mais ce n'est pas la seule contradiction. La première pyramide égyptienne serait donc celle de Djoser. Viennent ensuite celles dites à face lisse, la pyramide de Meidoum, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Puis les trois du site de Gizeh. Et ensuite, on ne bâtira plus que des petites pyramides de briques qui finiront quasiment toutes par s'écrouler. On constate donc une fois de plus que les plus anciennes sont les plus grandes et les plus résistantes. Bien qu'on étudie scientifiquement la Grande Pyramide depuis plus de 200 ans, on ne sait toujours pas comment elle a été bâtie. Malgré tout, l'image qui vient spontanément en tête est celle de milliers de travailleurs en pagne sous un soleil de plomb, manœuvrant des milliers de blocs avec des cordes et des traîneaux de bois, images qui se sont installées dans notre imaginaire. Alors que pourtant... Même si on a l'impression que les égyptologues croulent sous la documentation, c'est vrai pour certaines époques, mais pour d'autres, comme l'Ancien Empire, on est quand même un peu dans le questionnement en permanence. Finalement, la construction des pyramides, on a bien des idées, mais on n'a aucun texte qui la raconte. Du mégalomane Khéops, présenté comme un adepte des concours de taille de pyramide, on n'a rien d'autre qu'une petite statuette de 7 cm de haut. Un peu comme si on avait voulu l'effacer de l'histoire, car qui peut croire qu'un chantier aussi bien pensé et organisé aurait pu se dérouler sans écrit ? Mais en termes de chantier, Khéops fait figure d'enfant face à son père, Snéfrou, qui totalise 3 immenses pyramides. Celle de Meidoum, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. On a longtemps pensé que la pyramide de Meidoum appartenait au roi Houni, mort avant la fin des travaux, et que son fils Snéfrou l'aurait fait terminer avant de bâtir la rhomboïdale et la rouge. Mais il semblerait maintenant qu'on lui attribue les 3. Chantiers en parallèle ou successifs, on l'ignore. Mais il représente en tout près de 3,5 millions de blocs de pierre selon les estimations des égyptologues. Ce qui pour un règne de 25 ans représente environ 390 blocs par jour, tous les jours. Mais ce qui interpelle le plus est une simple question de logique. Si les pyramides sont bien des tombeaux, pourquoi Snéfrou aurait-il donc eu besoin d'en avoir plusieurs ? Une course à la plus grande tombe, plusieurs tombes pour un même roi, on nage dans les spéculations dont certaines sont difficiles à soutenir sans faire un grand écart intellectuel, surtout face à la bizarrerie de ces édifices. D'autant plus que des fragments d'un morceau de bois trouvé dans la Grande Pyramide par l'astronome anglais Piazzi Smyth au siècle dernier viennent d'être retrouvés et datés, entre moins 3341 et moins 3094 avant notre ère, ce qui fait reculer de plus de 500 ans la datation approximative arrêtée par l'égyptologie et montre à quel point on est sûr de rien. On se demande également pourquoi 3 de ces pyramides sont très légèrement octogonales. La pyramide rouge, la grande pyramide, curieusement pas la pyramide médiane, et la petite pyramide. Personne n'en parle ou alors de cette manière. Ce n'est pas du tout une volonté préméditée, c'est un accident tout à fait mineur d'ailleurs, dû à la structure même de ces monuments. Ce qui dans la réalité est totalement impossible, car on verrait des fissures un peu partout. Ça signifierait en plus que les autres pyramides seraient octogonales pour les mêmes raisons. Car c'est tout sauf insignifiant.
Creuser les faces de la Grande Pyramide d'environ 90 cm à la base implique sur plus de 115 mètres, dans un sens puis dans l'autre, de décaler très légèrement tous les blocs de moins d'un demi-degré. Et ça sur chaque face, en n'oubliant pas que plus on monte et plus le creusement se réduit. Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué d'empiler 203 assises de hauteur différentes en une pyramide, prouesse supplémentaire aussi précisément orientée sur les points cardinaux. Il ne faut pas confondre la détermination du nord, à l'aide d'une visée sur une étoile avec un fil de crin, ou au moment de l'équinoxe par un relevé d'ombre, avec l'orientation de l'édifice tout entier, qui nécessite un contrôle et des vérifications permanentes pour atteindre une erreur de 5 centièmes de degré seulement, ce qui est infime pour un bâtiment aussi grand. Récapitulons. Il y a environ 4500 ans, on a creusé dans un plateau rocheux, unique au monde par sa configuration géologique, une chambre souterraine à plus de 30 mètres de profondeur sur laquelle on a réalisé un plateau dont la hauteur varie de moins de 2 cm sur plus de 230 mètres de longueur, sur lequel on a ensuite empilé sur 140 mètres de hauteur plus de 2 millions de blocs de calcaire d'1,5 tonnes en moyenne, en 203 couches de hauteur différentes et en forme de pyramide à 8 faces totalement centrées et orientées sur les points cardinaux avec une précision moderne. Cette chambre souterraine est reliée à un étroit couloir d'environ 1 mètre sur 1 mètre, long de plus de 100 mètres et précisément incliné à 26 degrés, qui croise un autre couloir aussi étroit qui lui débouche sur une salle de 50 mètres de longueur pour 8,50 mètres de hauteur, la pièce la plus spectaculaire de cette pyramide. Salle qui mène d'un côté à une chambre totalement vide avec une niche à statue dans laquelle on n'a jamais trouvé de statue, grossièrement décalée mais pile dans l'axe central de la pyramide. Et l'eau de cette salle débouche sur une antichambre équipée d'un système de sécurité totalement inefficace, prolongé d'un étroit couloir qui ouvre sur une chambre entièrement faite de dalles de granit de 12 à 70 tonnes pour le plafond, qu'on est allé chercher en bateau à 900 km de là pour construire une chambre en forme de double carré, précisément horizontale et verticale et percée de 2 canaux étroits de près de 40 mètres de long, et dans laquelle se trouve le seul objet mobile de cette pyramide, un coffre dans lequel on n'a jamais trouvé de momie. Et le tout pour satisfaire la mégalomanie d'un roi réalisé en 20 ou 25 ans par 2000 ouvriers, aidés 4 mois par an par des paysans. Au vu de ce qui précède, il apparaît plus rationnel et plus prudent d'admettre que l'histoire a tout simplement oublié comment et pourquoi la Grande Pyramide a été bâtie. Car rien, absolument rien ne prouve que cette pyramide soit un tombeau. Mais c'est bien là tout le problème. Si la Grande Pyramide n'est pas un tombeau, alors qu'est-ce qu'elle est ? Elle est d'abord un objet géométrique aux proportions très particulières qui font apparaître pi et le nombre d'or. Par exemple, cette dimension divisée par celle-ci donne pi. La surface visible de la Grande Pyramide, les 4 faces, est divisée par la surface invisible, la base, donne le nombre d'or. La hauteur visible multipliée par pi est égale à la hauteur totale multipliée par le nombre d'or au carré, etc. Mais pour l'égyptologie, puisque les Égyptiens anciens ne connaissaient pas ces deux nombres, leur présence est due au hasard. Alors vous vous doutez bien qu'évoquer le mètre dans ce contexte surprend tellement que le premier réflexe est de le balayer d'un revers de main en se disant qu'en triturant les nombres on trouvera tout ce qu'on voudra. On le retrouve notamment en Égypte, sur un certain nombre de blocs qui ont été mesurés avec des pointeurs laser comme celui-là, sur lesquels effectivement on retrouvait le mètre. Pourquoi le mètre se retrouve en récurrence sur certains blocs dans une région du monde et dans une autre? Ce point évoqué dans les précédents films est peut-être celui qui pose le plus de problèmes, car tout le monde sait bien que les Égyptiens ne connaissaient pas le mètre. Mais en est-on certain? Évidemment. Parce que les Égyptiens mesuraient en coudées, et ensuite parce qu'on a inventé le mètre en 1795, soit des milliers d'années après la construction de la Grande Pyramide. Mais si le mètre n'a pas déjà été déterminé par nos ancêtres, bien longtemps avant nous, alors il s'agit d'un extraordinaire hasard. Vers moins 2500 avant notre ère, en employant une unité de mesure qu'on appelle la coudée royale, qui serait la mesure du coude à l'extrémité de la main d'un roi, les Égyptiens bâtissent le plus grand édifice de pierre de l'Antiquité, de 440 coudées de base sur 280 coudées de hauteur. D'abord, comme dit plus tôt, on constate la présence de ces deux nombres que les Égyptiens ne sont pas censés connaître. 3500 ans plus tard, en France, les bâtisseurs de cathédrales, d'églises et de châteaux emploie les quines comme système de mesure. 5 mesures différentes coordonnées par le nombre d'or et qui varient selon les régions. Mais la royauté française va en imposer une, la quine royale médiévale. Et il se trouve que la coudée royale médiévale, qui en fait partie, a exactement la même longueur que la coudée royale employée pour la Grande Pyramide 3500 ans plus tôt. Continuons.
Vers la fin du XVIIe siècle, l'illustre Isaac Newton, père de la gravité, pressent un lien entre les dimensions de la Grande Pyramide et la Terre. 1781, dans un ouvrage dédicacé au roi de France, le mathématicien Alexis Jean-Pierre Pocton évoque à nouveau un lien entre les dimensions de la Grande Pyramide et la Terre, qui n'a pas encore été mesuré avec précision à cette date. 1795, on invente le mètre en décidant qu'il vaut un tour de la Terre divisé par 40 millions. Et on choisit pour cela de mesurer précisément la distance de Dunkerque à Barcelone, ce qui donnera la valeur du mètre qu'on lui connaît. Une valeur si particulière qu'il faudra encore au moins 2 siècles pour réaliser à quel point, car magie du hasard, le mètre va brusquement illuminer certaines constructions énigmatiques de notre planète, bâties des siècles ou des millénaires avant. Après avoir fait apparaître dans les rapports de dimension de la Grande Pyramide 2 nombres prétendument inconnus de ses bâtisseurs, puis fait choisir des millénaires plus tard par la royauté française la même coudée que celle de la Grande Pyramide, le hasard ne s'arrête pas en si bon chemin. Le premier hasard a lieu en France, où l'empan royal lié à la coudée royale médiévale vaut très précisément 20 cm. On a donc 5 empans qui font 1 mètre, ce qui n'a peut-être l'air de rien en apparence, mais relie miraculeusement ces 2 systèmes de mesure et engendre un deuxième hasard. La coudée royale médiévale vaut 0,5236 mètres, soit pi divisé par 6 en mètres. Le troisième hasard a lieu en Égypte. Comme la coudée royale médiévale est de même longueur que la coudée de la Grande Pyramide, cette dernière vaut donc pi divisé par 600 mètres. Mais pire, avec cette valeur particulière du mètre, certains rapports de dimension de la Grande Pyramide font apparaître pi et le nombre d'or, directement lisible en mètres, des millénaires avant qu'on le définisse. Le quatrième hasard se produit cette fois en Bolivie, où toujours grâce à la valeur qu'on a donnée au mètre, les blocs en forme de hache du site pré-inca de Pumapunku mesurent précisément 1 mètre de largeur pour 1 mètre de hauteur, et d'autres dimensions sont des nombres entiers en mètres. Le cinquième hasard concerne l'île de Pâques, reliée au site de Gizeh et à de nombreux autres lieux énigmatiques de notre passé sur le Grand Cercle, où une fois de plus, grâce à la valeur choisie pour le mètre, la distance entre l'île de Pâques et Gizeh vaut 10 000 fois le nombre d'or en kilomètres. 100 fois pi en mètres, 10 fois pi en mètres, 10 000 fois le nombre d'or en kilomètres. Si on avait divisé le tour de la Terre par n'importe quel autre nombre que 40 millions, jamais rien de tout ceci n'existerait. Et alors, se demanderont peut-être encore certains. Pour connaître le mètre, il faut avoir mesuré la Terre. Reste à savoir qui aurait pu la mesurer avec autant de précision il y a si longtemps. Tout cela mis bout à bout fait beaucoup de hasard pour la plus grande et la plus énigmatique tombe qui aurait jamais été bâtie sur notre planète. Si certains choisissent d'adhérer à l'hypothèse d'ouvriers armés de bois et de cordes sur fond de miraculeux hasard, nous avons pour notre part choisi de ne rien croire. Intimement convaincus qu'une science reconnaîtra une autre science, nous avons décidé de faire appel aux nouvelles technologies pour vérifier notre intuition. Surtout quand loin, très loin de l'Égypte, le choix du mètre accomplit un 6e hasard, cette fois en Inde. Celui de la grotte Soudama sur le site de Barabar. Son dôme de 6 mètres de diamètre est surmonté d'une portion de sphère de 3 mètres de rayon, dont le centre se trouve à 1 mètre au-dessus du sol. Et tout ça simplement parce qu'en 1795, on a décidé d'inventer le mètre et de lui donner la valeur qu'on lui connaît. Une valeur qui, des milliers d'années après, va brusquement mettre un coup de projecteur sur d'énigmatiques sites anciens, chefs-d'œuvre d'ingénierie pour lesquels nous n'avons aucune documentation ni aucun souvenir. Puisque la coudée royale s'est transmise, pourquoi pas le mètre ? Car les miracles existent peut-être, mais quand ils sont matérialisés dans des roches aussi dures et avec autant de précision, il ne s'agit plus de magie, mais de science. Dans le précédent film, nous avons présenté les premiers résultats des scans 3D qui révélaient des symétries et une très grande précision dans la réalisation, mais il manquait le chiffrage de cette précision. Fin février 2020, nous sommes allés filmer la lecture du compte-rendu complet de l'analyse des scans par un ingénieur de la société AGP avant de retourner en mars à Barabar pour vérifier ce qui nous avait échappé. Car, ici encore, tout est également parti d'une intuition, la première fois que nous avons visité ces grottes. Ça n'a pas été fait au laser, ça c'est fait à la main, et il faut des milliers d'heures pour obtenir un travail comme celui-là. Ayant observé un énorme décalage entre ce qui a été publié au sujet de ces grottes depuis que la science les connaît et nos observations sur place, nous avons décidé de retourner les scanner en 3D. Ouais, un glacé superbe qui est obtenu par
un ponçage de la surface qui est très difficile à obtenir avec un ponçage classique avec une roche et de l'eau, mais qu'on peut obtenir plus facilement avec un sable fin abrasif, très très fin. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes. Même cas de figure que Pumapunku. Sans mesure, sans un œil habitué à la précision et connaisseur des difficultés de la taille du granit, on peut totalement passer à côté de ce que nous avons trouvé. Vérifier une intuition coûte cher, surtout quand il s'agit de scans 3D si loin de chez nous. Mais ça paye car on ne s'attendait pas à de tels résultats. On est tombé sur pratiquement des grains de quartz qui sont les plus durs dans ce granit Amica Feldspath Quartz, et on avait une résolution de surface qui était l'équivalent de celle du verre. Donc on s'est dit, là, il y a encore un autre problème qu'il va falloir essayer de résoudre. Comment les gens s'y sont-ils pris pour réaliser une prouesse pareille dans un endroit clos, fermé? Il y a juste une porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien d'autre, dans le noir total quasiment, où il y a une simple réverbération de la lumière. Comment ont-ils fait pour amener déjà une surface, quand on la touche, qui ressemble à celle du verre, et avec une précision de polissage qui est omniprésente sol, plafond et ailleurs, qui est équivalente au lustre du verre. Voici le scan 3D animé de la grotte Gopika sur le site de Nagarjuni, en Inde. Rien n'a été redessiné. Ce n'est pas une forme en 3D créée par un logiciel, c'est la forme réelle de la grotte, composée uniquement de millions de points projetés par les lasers rotatifs sur l'ensemble des parois. Comme montré dans le précédent film, les parois latérales de cette grotte ne sont pas verticales mais très légèrement inclinées, de moins de 3 degrés. Mais grâce à cette étude, nous avons découvert qu'elles le sont avec une marge d'erreur de 3/10 de degré, et ce sur 8,10 mètres de longueur. Ce que nous n'avions pas vu en revanche, c'est qu'elles étaient également très légèrement incurvées. En fait, on peut décomposer la grotte en 4 arcs de cercle. 2 petits cercles sur les extrémités et 2 grands cercles sur les 2 grands côtés. Des cercles qui ont un rayon de 100-120 mètres. L'incurvation représente environ 7,5 cm de profondeur. Cette grotte n'est en réalité composée que de courbes, constat que nous n'avons trouvé dans aucun document archéologique, que nous n'avions pas fait à l'œil nu et que nous sommes retournés vérifier en mars 2020. Pour quantifier la précision de la symétrie annoncée à la fin du film précédent, la société AGP a coupé ce scan dans le sens de la longueur puis a superposé la partie droite sur la partie gauche et inversement. Le résultat est sidérant. 62% des 44 millions de points qui composent ce scan se trouvent quasiment à la même place, ce qui est une véritable prouesse. Ce qui fait qu'on se dit, mais les courbures ne sont plus tout à fait aléatoires. Ce n'est pas une erreur de travail, c'est quelque chose qui a été prédéterminé. On ne va pas tourner autour du pot. Creuser dans le granit un volume aussi complexe qui serait par hasard symétrique est rigoureusement impossible. Ce qui implique que cette précision fait partie du cahier des charges de la grotte. A-t-on besoin de parois symétriques polies comme des miroirs pour s'abriter de la mousson? Car le problème, c'est que cette même exigence de précision se répète d'une grotte à l'autre, ce que nous détaillerons dans le prochain film. Et s'il nous a fallu un scanner 3D pour découvrir ce que nous n'avions vu ni à l'œil nu, ni avec de simples mesures, difficiles à cause de l'inclinaison des parois et des courbes, on se demande quel genre d'outils ont-ils donc bien pu utiliser pour contrôler cette précision au cours de la réalisation. Une même exigence de précision qu'on retrouve un peu partout sur notre planète, là où normalement on ne devrait pas. Alors, que conclure? Éléments décoratifs? Tombeaux? Abri anti-mousson? C'est ce que nous en dit aujourd'hui notre histoire. Et on s'aperçoit que l'histoire, elle est écrite par les gens qui gagnent les guerres et pas toujours correcte. Elle est simplement écrite et puis il faut après peut-être faire le ménage. L'histoire imprime tant nos esprits qu'y toucher apparaît comme sacrilège et déclenche parfois des réactions extrêmes de la part de certains historiens. Mais si vous aviez une pyramide ou une muraille massive à construire, feriez-vous appel à un technicien ou à un historien ? Pour nous, tout a commencé par une intuition, celle d'une humanité âgée de 300 000 ans qui n'en serait pas à son premier coup d'essai avec notre présente civilisation. L'intuition que notre civilisation aurait démarré bien trop tard et bien trop soudainement. L'intuition encore que tous les points communs de ces sites archéologiques pourraient s'expliquer autrement que par le hasard qui clorait tout débat.
Pourquoi ne pas envisager la transmission de savoir à nos ancêtres encore chasseurs-cueilleurs par les rescapés d'une ancienne civilisation qui aurait fait figure de Dieu pour eux? Une science évoluée ne passerait-elle pas pour de la magie aux yeux de ceux qui ne la connaissent pas? Comment réagirait un actuel chasseur-cueilleur à la vue de tout ce que notre technologie moderne nous permet? L'intuition encore que notre histoire se trompe en réduisant notre humanité civilisée à ces 10 000 dernières années seulement, racontée au travers d'un prisme guerrier dans lequel l'humain serait mauvais par essence et la guerre un mal nécessaire. I believe the evidence supports the view that we have lost a whole civilization from our historical record. We are a species with amnesia. Mais une fois de plus, pour aller où? Pour entretenir le mystère? Face au quotidien moderne compliqué de l'Occident, certains se demandent ce que tout ça pourrait bien apporter de positif et de concret dans nos vies, autre que satisfaire la curiosité en comblant les manques de notre histoire. Mais justement, notre histoire nous interroge sur notre avenir et sur le monde que nous allons laisser à nos descendants, nous, la civilisation du toujours nouveau, qui pense que tout était forcément moins avancé dans le passé. Car après toutes nos recherches, on se surprend à imaginer une époque lointaine bien plus développée qu'on le pense, reléguée au rang de fable des siècles ou des millénaires plus tard par une humanité devenue amnésique. Nos anciens ont beaucoup à nous apprendre, qui ont été capables de bâtir des œuvres monumentales qui ont traversé les âges en honorant notre espèce. Oui, l'humanité a été un jour capable de tout cela, pour la seule beauté du geste, mais peut-être pas seulement. Car nous allons maintenant suivre avec prudence diverses pistes, comme celle délicate mais bien concrète de la production d'énergie. Pour réaliser ces sites, il en a fallu, et en grande quantité, et certainement bien au-delà de la force musculaire humaine ou animale. La piste de l'utilisation de fréquences sonores apparaît également très intéressante. Nous travaillons actuellement sur toutes les données recueillies à Barabar, car ici encore, nous devons quantifier très précisément ce que nous avons rapidement abordé. Grâce à notre groupe de recherche collaboratif qui s'enrichit régulièrement de nouvelles compétences, notre travail se poursuit. Et nous reviendrons bientôt partager tout cela avec vous pour une meilleure compréhension des œuvres de ces bâtisseurs oubliés de l'ancien monde.